Et en réalité, la vraie question, c'est pas tant de savoir comment un étui est fabriqué, c'est surtout de savoir comment il peut y avoir des gens assez tordus pour prendre une arme et décider de tirer et de tuer des policiers. C'est tout. C'est la vraie question qui doit être posée à cet instant. En fait, comme vous venez de le dire, comme votre confrère l'a dit, il y a une enquête en cours. Je pense que le plus important à cet instant, sauf à estimer que sur les plateaux télé, je me permets ce mot parce que parfois il y a aussi des temps de décence quand j'entends, alors que les faits viennent tout juste de se dérouler hier soir et qu'on appelle à un moment de décence parce que nos collègues sont tout juste pris en charge des informations qui sont diffusées comme l'hôpital de destination, comme le détail des blessures alors que les familles sont même pas avisées. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir un peu de décence. Donc, concernant l'enquête, elle est en cours. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement, et c'est la seule chose qui doit nous intéresser, c'est qu'on a des policiers de la police secours et du GSQ de Paris 13e qui interviennent et qui sauvent la vie d'une femme. Là, pour le coup, puisque malheureusement les gens aiment le détail, et ben on va en donner. Cette femme a été sauvagement agressée au cutter par cet homme. Elle était en train de perdre son sang. Elle était littéralement en danger de mort. Les policiers ont interpellé l'auteur. Ils ont permis la prise en charge par les secours de cette femme. Et puis, ils ont amené l'auteur au poste. Comme vous l'avez si bien dit pendant votre reportage, il y avait la nécessité de le faire souffler à l'éthylomètre, étant donné la gravité des faits en particulier, étant donné aussi son comportement. Et puis c'est à ce moment-là, vous savez, on a des protocoles, des procédures de sécurité qui permettent de protéger notre intégrité. Mais il y a aussi des moments où on est obligé d'aller au contact des gens, de les démenoter, de les palper et d'être à leur proximité, en particulier quand il s'agit de les faire souffler dans un éthylomètre. Et puis à tout moment, il peut tout se passer. Je rappelle juste un message pour les policiers et les gendarmes de France. Il n'y a pas de mission routinière, il n'y a pas de petite mission. À tout moment, ça peut basculer. C'est ce qui rend effectivement, et c'est important de le rappeler, tout est très millimétré, tout est très encadré. Il y a des protocoles pour assurer au maximum la sécurité des policiers qui interviennent sur un individu, on l'a dit avec Mathias, particulièrement dangereux et particulièrement agité. Les armes, et sortont de l'enquête, en règle générale, les armes, elles sont sécurisées dans un fourreau qui est fermé. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Les armes, elles ont déjà une double action, en l'occurrence celles qui nous sont attribuées en dotation individuelle. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais la double action est une forme de sécurité. Ensuite, évidemment, elles sont rangées dans des étuis. Mais lorsque vous avez un corps à corps, en fonction des angles d'attaque, malheureusement, eh bien, rien n'est infaillible. Pas même l'étui, pas même l'outil, pas même le matériel, pas même l'équipement le plus sécurisé au monde. Il n'y a jamais de risque zéro. Et là encore, c'est l'enquête qui va déterminer ce qui s'est passé d'un point de vue d'un point de vue opérationnel, pardon. Mais le plus important, je pense que les vraies questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que encore aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui, dans des locaux de police en particulier, ce serait pas mieux sur la voie publique, mais dans des locaux de police, se permettent de saisir l'arme d'un policier et de lui tirer dessus. Le policier n'est pas un fonctionnaire comme les autres, c'est celui qui qui donne son intégrité physique pour protéger les autres. Et en réalité, la vraie question, c'est pas tant de savoir comment un étui est fabriqué, c'est surtout de savoir comment il peut y avoir des gens assez tordus pour prendre une arme et décider de tirer et de tuer des policiers. C'est tout. C'est la vraie question qui doit être posée à cet instant. Et cette question qui est évidemment très importante, quelle réponse vous apportez? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait faire qu'on lutterait mieux ou qu'on redonnerait plus de sécurité pour ces policiers et qu'on puisse être plus dissuasif pour éviter qu'un homme puisse s'en prendre aussi directement à des policiers? Le risque zéro, il n'existe absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les procédures, tous les protocoles de sécurité, ça n'existera jamais. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la matière humaine. À partir du moment où vous traitez de l'humain, il y a toujours du risque. De l'humain à l'humain, il y a toujours du risque. Dans une société où on a une augmentation de la violence, une exacerbation de la violence et surtout une désinhibition des gens quant aux violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre. La deuxième chose, c'est aussi toute la question, on nous a fait beaucoup de pataquès sur la question des violences conjugales, puisque c'est le contexte qui a amené à l'interpellation de cet homme. Tentative de féminicide, quand même, il faut le rappeler. Eh bien, quel traitement on fait dans des situations où on sait pertinemment que chaque jour, il y a des femmes qui sont en danger et chaque jour, il y a des policiers qui se mettent en danger pour sauver ces femmes. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à ces policiers de pouvoir mieux intervenir, mais plutôt et aussi, surtout, pour faire en sorte que ce type d'intervention baisse, non pas parce qu'on serait moins appelé, mais parce que ça arriverait moins. En réalité, le vrai sujet, c'est que quand on a quelqu'un qui est capable de prendre une arme pour tuer des policiers, tenter de tuer des policiers, pardon,
et que ce même profil a tenté de tuer une femme quelques instants avant, c'est qu'on a un vrai problème de gestion des profils dangereux dans notre pays, qu'il s'agisse sur les questions de prévention, d'éducation, de prise en charge, mais surtout de sanctions. Alors l'enquête, elle va dire, est-ce qu'il était connu, de quelle manière il était connu, comment il avait été pris en charge d'un point de vue judiciaire auparavant, est-ce que cette femme avait bénéficié d'une protection auparavant qui aurait évité peut-être ce type d'événement. Bref, c'est en réalité une responsabilité de société. Linda Kebab, ce type d'événement, quelqu'un qui se saisit de l'arme d'un policier, qui la retourne contre les policiers, c'est très exceptionnel ou c'est plus courant malheureusement qu'on ne le pense? Je vous parlerai de mon expérience personnelle. J'ai eu la chance de ne pas voir l'arme sortir de mon étui, mais beaucoup de policiers vous diront, parce que je l'ai vécu aussi, et beaucoup de policiers vous diront qu'on a tous connu à l'occasion d'une interpellation, d'une rébellion, quelqu'un qui tente de prendre notre arme, et on sait pertinemment à ce moment-là que c'est lui ou nous. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, heureusement, la plupart du temps, on parvient in extremis à empêcher que l'arme soit saisie. Mais sachez une chose, monsieur, que c'est bien plus courant qu'on imagine, sauf que malheureusement, certains y arrivent et vont jusqu'au bout de leur acte, en particulier quand on est dans un contexte confiné, en particulier quand on intervient notamment au domicile des gens. Là, vous n'avez pas d'échappatoire, c'est clairement la personne ou vous. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça existe assez quotidiennement.